Xavier Delaporte, vous voulez évoquer la Chine, mais en rapport avec une monnaie qui n'est pas très connue, c'est le Bitcoin. Oui, et je vous vois déjà, chères auditrices et auditeurs, vous dire « Ah non, pas le Bitcoin. Pitié, je me remets au lit, je veux pas qu'on me parle de cette monnaie d'adolescents boutonneux qui veulent s'acheter du cannabis sur Internet, c'est ennuyeux, on n'y comprend rien. Passez tout de suite la parole à Zoé Sfez. » Eh ben non. Pendant que Zoé Sfez finit d'écrire sa chronique en alphabet runique, lisible que d'elle-même, elle a trouvé le seul clavier en runes de l'histoire de l'informatique. Je vais prendre un plaisir pervers à vous saouler avec le Bitcoin, parce que le cours du Bitcoin est historiquement haut. Il a plus que doublé depuis la fin mars, même s'il reste très volatile. La forte baisse de vendredi l'a encore prouvé. Parce que c'est un marché, le Bitcoin, estimé à plus de 10 milliards de dollars. Et surtout parce que la Chine en est depuis longtemps un acteur majeur. Et ça, c'est contre-intuitif. Qu'est-ce qui peut donc attirer les Chinois dans cette monnaie qui a été créée en 2009 par un informaticien dont on ne connaît toujours pas l'identité, qui n'est adossé à aucune activité économique et qui est généré par un réseau décentralisé d'ordinateurs qui certifie les échanges sans passer par aucune banque centrale ni aucune autre institution. Alors, ce qui plaît aux Chinois, c'est d'abord la volatilité du Bitcoin qui permet de gagner vite de l'argent et de perdre beaucoup aussi. Il y a quelque chose qui relie le Bitcoin à une culture du jeu très ancrée en Chine. Et voilà, il y a une dimension culturaliste que faisons un peu d'essentialisme. Voilà, le chinois est joueur. Voilà, faut le dire. Mais il faut aller chercher les raisons. Non, je crois pas ça, hein, c'est une blague. Il faut aller chercher les raisons de son succès dans les conditions propres à la vie économique chinoise, comme l'expliquait la Tribune en 2013. Les restrictions sur les achats immobiliers sont de plus en plus strictes en Chine. Les bourses chinoises ne génèrent que de maigres profits et les banques proposent des taux d'intérêt dérisoires, tandis que les autorités contrôlent étroitement les flux de capitaux hors de Chine. Et donc, malgré les avertissements réguliers des autorités chinoises qui sont allées jusqu'à interdire aux plateformes de paiement les opérations en Bitcoin, eh bien, la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin est chinoise et est même apparue une population de jeunes Chinois qui gagnent sa vie en spéculant sur le Bitcoin derrière ces ordinateurs. Une petite société donc qui accepte les risques financiers, les risques légaux, les risques techniques du Bitcoin et joue avec les ambiguïtés des autorités chinoises vis-à-vis de la monnaie chiffrée. On estime donc que ces dernières années, 90% du trading en Bitcoin était le fait d'investisseurs chinois. Ainsi, en Chine, le Bitcoin n'est pas une monnaie virtuelle, comme on le dit trop vite, il a même une existence très matérielle. En septembre dernier, le Washington Post publiait un reportage assez fascinant sur une mine de Bitcoin située dans les montagnes du Tibet. Car oui, le Bitcoin, bien que monnaie sans métal, a besoin de mines. Une mine de Bitcoin, ce n'est pas un trou dans le sol dont on extrairait des petits Bitcoins. Non, une mine de Bitcoin, c'est un hangar plein de microprocesseurs qui tournent et effectuent des calculs mathématiques pour le réseau Bitcoin, sachant que la mine qui effectue le calcul plus vite que les autres reçoit en récompense des Bitcoins qui sont générés à un rythme qui a été défini dans le programme initial. Là, je résume tellement grossièrement que je vais me faire tomber dessus par tous les gens qui connaissent le Bitcoin, mais heureusement ils sont 3 en France, donc c'est assez beau, le Bitcoin, quand on y réfléchit. À la question de l'espace dans le minage traditionnel, trouver le bon filon, a été substituée la question du temps, calculé le plus vite possible, à celle de la puissance physique et mécanique du minage traditionnel, donc avoir des hommes et des machines qui creusent, c'est substituer la puissance de calcul. La preuve, il faut une dizaine de personnes pour faire tourner une mine de Bitcoin, pas plus. De l'or au Bitcoin, c'est donc une page du monde qui a été tournée. Bref, au départ du Bitcoin, des particuliers pouvaient participer à ce minage depuis leur propre ordinateur. Mais aujourd'hui, la concurrence est telle que seulement quelques sites industriels avec une énorme puissance de calcul peuvent être rentables. Et ces mines de Bitcoin coûtent très cher en énergie, car non seulement il faut alimenter les machines en électricité, mais aussi il faut les refroidir, car des machines qui tournent, ça chauffe. Et l'histoire de cette mine tibétaine est symptomatique. Au départ, a été construite une centrale hydroélectrique, mais face au ralentissement de l'économie chinoise, il a été décidé que la centrale ne servirait plus pour revendre l'électricité, mais à alimenter la création de cette mine de Bitcoin qui, en sus de l'énergie, profiterait du climat froid de la région, ce qui réduit la nécessité de climatiser. Ainsi donc, il y a ces mines tibétaines, mais il y a d'autres mines en Chine, et même si c'est difficile à quantifier, on estime que la moitié au moins des capacités minières du Bitcoin sont en Chine. Pas mal pour un pays, donc, qui ne donne aucune existence légale à cette monnaie. Que conclure de tout ça? Eh bien, je crois que face à la difficulté, il faut en revenir au classique. Et donc, je dirais, à l'instar du guide du routard, Chine, terre de contraste. Avant la chute